Alors aujourd'hui, on se penche sur un film qui en a marqué plus d'un et qui a bien des choses à nous raconter. J'ai nommé Fight Club. C'est en 1996 que Chuck Palahniuk écrit Fight Club, un roman radical, dérangeant, adapté 3 ans plus tard au cinéma par David Fincher. Alors, comment résumer ça? Le personnage principal est un homme ordinaire, un anti-héros, et il est mu par un mal-être profond, résultant de son rapport à une société de consommation dans laquelle il semble pourtant de prime abord parfaitement intégré. Pour se purger de ce sentiment, il tente alors de trouver, successivement, plusieurs solutions. Il intègre, malgré sa bonne santé, des groupes d'entraide pour personnes atteintes de maladies graves. Il a recours à des techniques de méditation inspirées du bouddhisme. Puis, sans même en être conscient, il se crée une seconde personnalité dont le but est, dans un premier temps, de le libérer de sa dépendance à un système qui l'aliène, puis, dans un second temps, de détruire ce système. Ces deux moments correspondent à ce qu'il nomme Fight Club et Projet Chaos. Roman et film sont très similaires. D'ailleurs, Palahniuk a loué le travail de Fincher, même si le film est un peu moins sombre, un peu plus humoristique et probablement un peu moins radical. Bref, les deux débutent par un même constat pessimiste sur l'état de la société. Celle-ci se serait muée en une société de consommation, qui aliène les individus en les dépossédant de leurs propres principes, ce au profit de quelque chose qui leur est imposé de l'extérieur et qu'ils finissent par assimiler. Une course sans fin, consistant à la réalisation de désirs, de besoins contingents qui sont suscités par un système tout entier. À partir de ce point de départ, les auteurs proposent plusieurs positions possibles. C'est, je pense, l'un des actes de lecture possibles de Fight Club et c'est celui que je vais essayer de suivre. Et du coup, on va se demander avec les auteurs pourquoi la société de consommation est considérée comme aliénante. Après tout, elle permet d'offrir à chacun, via les objets, un tas de réponses modulables aux problèmes de la vie moderne. Et en admettant qu'il y ait aliénation, on peut s'intéresser aux réponses, aux alternatives que films et bouquins esquissent pour s'en sortir. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que tout est foutu, on débouche sur une aporie? D'abord, on peut revenir sur ce point de départ posé par les auteurs. Nous vivons au sein d'une société de consommation et elle nous dépossède de nous-mêmes. Le terme de société de consommation est popularisé, au moins en France, par Jean Baudrillard en 1970 dans son ouvrage éponyme. Moi, je ne vais pas m'appuyer sur Baudrillard, que je ne connais de toute façon pas assez. Mais je vais essayer de préciser le sens qu'on donne en général à cette expression. L'idée principale est que les sociétés modernes érigent la consommation comme moyen d'accéder au bonheur, mais aussi comme fin en soi. C'est le « je consomme donc je suis ». Consommer tel ou tel produit, c'est se différencier d'autrui, montrer ses préférences, autrement dit, se construire en tant qu'individu à part entière. Les vêtements, les téléphones portables, les ordinateurs, et même l'alimentation. Est-ce que je mange de la junk food? Est-ce que je bouffe bien? Toutes ces choses sont autant d'éléments qui permettent à chacun, de façon illusoire ou non, de se construire en tant qu'individu. En d'autres termes, et là pour le coup je cite Baudrillard, le consommateur vit comme liberté, comme aspiration, comme choix, ses conduites distinctives. Il ne les vit pas comme contrainte de différenciation et d'obéissance à un code. Le culte de la consommation, s'il est très largement encouragé par la publicité, ne se réduit pas à ça. Il correspond d'abord à la réponse à un certain nombre de problèmes sociétaux, comme maintenir une croissance économique en progrès perpétuel via l'acquisition et la destruction systématique d'objets, ce qui revient un petit peu au sens large à une forme d'obsolescence programmée. Le culte de la consommation paraît aussi d'autre part une suite logique du progrès technique. Bah ouais, on invente un truc, on lui trouve des utilisations pratiques, on achète ces utilisations, c'est le principe même du gadget, novateur et peu utile, donc indispensable. Consommer, consommer et encore consommer semble aussi résoudre pour finir bon nombre de questions philosophiques. La clé du bonheur, par exemple, se situerait dans une course sans fin de désirs rythmés par la publicité. Chaque objet possédé offrirait une part de bonheur. Problème, cette gigantesque machinerie a des effets pervers, comme cette lente réification du moi que décrit le film pendant sa situation initiale. Réifier une pensée, c'est la transformer en chose, en objet, c'est-à-dire la chosifier, l'objectiver,
Or, ce que Fight Club donne à voir dans le premier tiers du film, puis une fois la mise en place du projet Chaos, c'est bel et bien une réification de l'identité du narrateur. Fight Club développe l'idée selon laquelle la société de consommation a pour objectif, ou pour effet pervers, d'assimiler l'identité de ses membres aux objets qu'ils possèdent. J'adorais tout ce qui composait le mobilier de cet appartement. Ce ne sont pas simplement des objets qu'on a détruits, mais c'est moi. La liberté dans une société de consommation est en effet avant tout liberté de consommer. Si une personne choisit un mobilier plutôt qu'un autre, des vêtements plutôt que d'autres, une coiffure plutôt qu'une autre, c'est bien qu'il reflète quelque chose d'elle. En d'autres termes, elle est ce qu'elle possède. L'essence d'une personne, sa nature intime, ce qu'elle est véritablement, se fond à présent dans son apparence, et ce, contre la distinction classique qu'on a tendance à effectuer. Ben oui, pour le narrateur, au début de Fight Club, l'habit fait le moine. On peut le remarquer à l'arrangement de son appartement. Dénué d'identité propre, partie intégrante d'une société de consommation qu'il comprend vaguement, il ne possède que des objets stéréotypés et produits en série. Pire encore, même ce qui peut sembler personnel, tel que sa collection de boîtes de condiments, ou peut-être ses meubles faits à la main, tout ça renvoie en fait à une mode impersonnelle ou encore une bonne action hypocrite. J'avais tout, même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Son mobilier n'a pas d'histoire, pas d'originalité, pas de défaut ni de qualité. Il n'est qu'un ensemble d'objets. D'ailleurs, il le dit un petit peu lui-même à un moment. En le temps, on lisait des revues porno, maintenant c'était les catalogues de mobilier. Le mobilier représente, comme le porno, une course vers des désirs faciles à satisfaire, à consommer, et ce, de façon peut-être plus plaisante encore, parce qu'on ne possède jamais de star du X, tandis qu'on peut bel et bien acheter l'ensemble du magazine Ikea. Bon, faut avoir du pognon, hein, mais c'est possible. L'ensemble du premier acte est ainsi à revoir ou à relire, en ce sens-là, que ce soit implicite ou carrément explicite. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. Tout un ensemble de détails vont dans ce sens. Par exemple, lors de la rencontre entre Tyler et le narrateur, celui-ci lui demande, pour mieux connaître son vis-à-vis, quel est son métier. Ce faisant, il cède d'une part à un cliché de la conversation, qui souvent n'apporte rien, mais d'autre part, il réduit aussi son interlocuteur, pour mieux le cerner, à sa matérialité, c'est-à-dire sa profession, la valise qu'ils possèdent tous les deux, le fait qu'ils soient assis côte à côte, et leur utilité l'un à l'autre, puisqu'ils trompent l'ennui en se parlant. D'où peut-être la réaction désabusée de Tyler. Maintenant, une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Le narrateur est en ce sens la personnification de la perte de sens dans le matérialisme que constitue la société de consommation. Entouré de nombreuses personnes, il se sent pourtant systématiquement seul, affairé dans une routine, incapable de donner un véritable sens à sa vie et au monde qui l'entoure. Face à cette perte de repères, à cette absence de cadre moral et spirituel, vaguement conscient d'être limité en tant qu'homme à quelque chose d'inférieur à ce qu'il pourrait être, le narrateur ressent petit à petit des troubles d'identité. Après tout, s'il est défini par ce qu'il possède, par le mobilier de son appartement qui bientôt sera parfait, alors il n'est lui-même qu'un objet impersonnel, c'est-à-dire, il n'est personne. D'où le fait qu'il ne dise jamais réellement son nom. C'est tout l'inverse de Tyler Durden, dont le nom est omniprésent comme un leitmotiv pendant tout le film. Le narrateur, lui, ne fait que fournir des faux noms à ses connaissances, et ce, à un point tel que le script du film ne contient, pour le caractériser, qu'un pseudonyme, Jack. C'est un article écrit par un organe à la première personne. Je suis le bulbe rachidien de Jack. Je suis le canal biliaire irrité de Jack. Je suis la vengeance narquoise de Jack. Même sa description de l'insomnie, en plus d'avoir un intérêt scénaristique, décrit bien ce qu'il est devenu. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Ça renvoie à sa vie telle qu'elle est réellement. La copie du jour précédent, qui consiste à copier la procédure déjà existante dans son travail quotidien, répétitif, puis commander des copies de meubles dans son appartement, puis copier la douleur des personnes atteintes de maladies incurables, etc. Le narrateur, en somme, et à travers lui toute une population, se révèle comme habité par une dualité. Il est, d'une part, le consommateur parfait, tout à fait intégré dans la société, cadre intermédiaire sans histoire dans la vie, et même proche de réussir celle-ci. Mais il est aussi, d'autre part, le juge de lui-même, de façon vaguement consciente, puisque son discours laisse entendre une certaine lucidité sur ses propres limites, sur son caractère aliéné et le manque qu'il ressent, malgré la réalisation effrénée de ses moindres désirs.
Peut-être est-ce pour cela qu'il rejette aussi violemment l'arrivée de Marla Singer. Celle-ci s'impose d'emblée à sa conscience, sans qu'il puisse ne pas le voir, comme son alter ego, son pendant féminin. Et, à sa vue, il se voit comme un hypocrite, qui se nourrit du malheur des autres pour éprouver lui-même un malheur que son quotidien monotone ne peut même pas lui donner. Il se voit à travers elle comme un être médiocre, perdu, anormal à force de normalité. En ce sens, alors le livre surtout, un peu moins le film, ne différencie qu'en façade l'homme de la femme. Marla Singer, sous ses dehors déjantés et superficiels, n'est que l'image désabusée du narrateur, lui aussi complètement dépourvu de repères moraux et sociaux. À demi conscient du mal qui le ronge, le narrateur cherche à s'en guérir en traitant les symptômes ou en attaquant le mal par les racines. Et ce, de plusieurs façons. À commencer par la drogue, puis par les réunions de malades, pour finir par la création d'une double personnalité et de clubs de combat. Le narrateur, donc, est vaguement conscient d'un mal qui le ronge en profondeur. Il doit le guérir, mais il n'en est pas capable. Sa conscience, de plus en plus fragile, affaiblie par l'insomnie, dénuée de repères moraux, finit par se scinder en deux, et crée un personnage beaucoup plus ambigu et en un sens beaucoup moins profond qu'il n'y paraît. C'est Tyler Durden, censé représenter son double débridé, sorte de surhomme nietzschéen, au-delà des règles de bienséance, au-delà des notions de bien, de mal, de faible et de fort. Tyler, c'est un personnage à tous les sens du terme, qui se réalise sans regarder en arrière. Qu'il soit considéré comme petit par la société l'importe peu. Son charisme et ses valeurs amorales, voire carrément immorales, lui permettent de devenir ce qu'il est. Si bien qu'il attire, sans même le vouloir, nombre de suiveurs fascinés par son identité. La thèse que présente Durden est finalement assez simple. Il rejette violemment la consommation de masse comme aliénation de l'homme par lui-même. Et il propose une quête initiatique, nihiliste, paradoxale au narrateur. Celui-ci doit renaître après avoir détruit l'intégralité de ce qu'il fut. Alors, cette quête est progressive et elle prend un certain temps. Pour toucher le fond, il suffit pas d'un week-end. C'est pas comme un de tes putains de séminaires de merde. Arrête de chercher à tout contrôler. Laisse faire les choses. Elle commence par l'abandon d'un certain nombre de jouissances matérielles, puisque le narrateur est son mobilier. Elle continue en un memento mori permanent, une proximité intellectuelle avec la mort, qui nécessite un travail de l'esprit pour être bien compris. Et elle se conclut plus ou moins avec l'abandon de la vulgate du bouddhisme occidentalisé que conservait le narrateur jusqu'ici. Ce truc de bouddhisme occidentalisé machin, on y revient après. Alors c'est possible de percevoir Tyler comme une figure du surhomme nietzschéen, par-delà le bien et le mal, tout ça. Mais cette interprétation, je pense qu'elle a des limites. Il est un peu trop facile de considérer Tyler comme le véritable héros de Fight Club. Et c'est aussi un peu facile de l'opposer au narrateur, de faire de celui-ci un personnage qui serait superficiel. Vous savez, au contraire de sa face cachée, Durden, tellement plus complexe, tellement plus profonde. De fait, et c'est plutôt là l'intérêt du personnage, Durden se révèle parfois assez puéril dans ses remarques, plein d'autosatisfaction, et pourtant vraiment très mouvant dans ses propres principes. Par exemple, il ne théorise pas son action, en passant d'une apologie cliché des membres du Fight Club, Je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eus. à son exact inverse. C'est moi, Mandastico. Vous n'êtes pas exceptionnel. Vous n'êtes pas un flocon de neige merveilleux et unique. Vous êtes fait de la même substance organique pourrissante que tout le reste. Il verse aussi, semble-t-il, dans une misogynie assez superficielle, On est une génération d'hommes élevés par des femmes. Je suis pas sûr qu'une autre femme soit la solution à nos problèmes. alors même qu'il est très bien placé pour comprendre qu'une Marla est aussi paumée que lui, et pour les mêmes raisons. Plus encore, sans même s'en rendre compte, il reproduit les frasques d'un père qu'il déteste. Le terme de « franchise » est utilisé 2 fois dans le film. Une fois pour caractériser les petites familles que le père du narrateur crée à des intervalles réguliers partout aux États-Unis, et une fois pour caractériser les fight clubs que Tyler crée dans différents États. Il déteste son père et pourtant il fait pareil. Freud, blabla. Tyler s'était employé à monter des franchises à travers tout le pays. Plus encore, comme on va le voir, si Tyler Durden a un tort, c'est d'être une fois de plus contradictoire à propos de l'élément principal du film. D'un côté, il prétend que Ceci n'appartient à aucun de nous deux. lorsque le narrateur lui fait grief de se l'approprier, et d'autre part, il s'érige petit à petit comme son chef absolu, jusqu'à lui faire changer de nature et le perdre dans le projet Chaos, une dérive aliénante et liberticide. Peut-être est-ce pour cela que Fincher dit, dans une interview, « Je voulais que les gens aiment Tyler, mais je voulais aussi qu'ils soient d'accord avec sa disparition. » Bon, donc voilà pour ce qui est du lien avec la société de consommation. Mais j'aimerais bien revenir sur plusieurs trucs que j'ai esquissés.
C'est quoi cette histoire de bouddhisme? Quel rapport avec Tyler? On peut, tout d'abord, parler des références au bouddhisme dans Fight Club. Peu explicite dans le film, omniprésente dans le livre, la référence à une forme de bouddhisme occidentalisé, relativement superficielle, constitue la première véritable réponse aux problèmes existentiels du narrateur. Le bouddhisme est en principe une forme de religion, une sagesse, voire une philosophie née en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il propose notamment des exercices de méditation permettant à l'homme de se départir de son ignorance, mais aussi des passions liées à son ego. Alors, le but de ces méditations est de parvenir à une illumination, l'accès au nirvana, la fin de l'ignorance et des désirs humains, l'abandon de soi, la tranquillité de l'âme. Si vous connaissez mieux le stoïcisme, dites-vous que bouddhisme et stoïcisme sont deux pensées très distinctes l'une de l'autre, mais auxquelles on peut reconnaître un point commun, celui de chercher par la méditation, l'introspection, l'ascèse, de faire progresser l'individu, moralement et humainement, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus de trouble dans son âme. Ici, on peut faire un parallèle risqué entre le nirvana bouddhiste et l'ataraxie stoïcienne, la tranquillité de l'âme. Le bouddhisme présenté dans Fight Club se présente délibérément comme une acception occidentale, superficielle de la sagesse orientale, outre quelques références éparses ici et là. Devint le centre serein de l'univers. J'étais le maître zen. Jacques en fait la rencontre lors de séminaires organisés pour des personnes atteintes d'un cancer. Le bouddhisme occidentalisé dont il est question ici n'est que la pâle copie de son homonyme occidental. Il se constitue, en tout et pour tout, d'exercices de méditation très utiles permettant à ses pratiquants d'oublier les peines du monde extérieur. Le narrateur en fera de nombreuses utilisations, notamment pour oublier la relation bruyante entre Marla et Tyler. Mais cette solution ne traite que les symptômes de son mal, et non le mal lui-même. Il lui permet de s'échapper de la réalité, de nier celle-ci, au lieu de la confronter. Bon, ce bouddhisme dont je parle, faut mettre des guillemets, c'est en fait un bouddhisme de consommation. Il est partie prenante de la société, de la vie que rejette le narrateur. Réduit à une méthode pratique pour résoudre des problèmes personnels, il n'est qu'un médicament de plus, que l'on utilise ou que l'on jette, défini par son utilité et très loin du bouddhisme originel. La méditation dirigée, c'est donc un moyen extrêmement efficace pour fuir les éléments importants de sa propre vie, alors même que celle-ci est déjà une fuite en avant de désir en désir. Un genre de fuite au carré, quoi. Lors de l'épisode du baiser de soude, Tyler critique ce réflexe protecteur. C'est le plus grand moment de ta vie, mec, et tu t'en évades! La méditation, loin de rendre Jack meilleur, de représenter un effort sur soi, reviendrait à nier ses propres pulsions vitales, en les considérant comme mauvaises, alors même qu'elles représentent toute la puissance d'un individu. On parlait de la relation Tyler-Nietzsche. Cette critique, elle revient à celle que fait quelqu'un comme Nietzsche du stoïcisme. Le stoïcisme, l'épicurisme, bref, toutes les ascèses qui prétendent forger un homme meilleur à travers une discipline mentale et physique rigoureuse, ne sont de ce point de vue que les moyens pour les hommes de se nier eux-mêmes, de refuser qui ils sont, et donc de ne pas devenir ce qu'ils pourraient être. Il n'y a alors rien de grand à apprivoiser la douleur, la colère, la tristesse, à les troquer contre une joie uniforme, car un homme dépourvu de ses émotions négatives n'est pas bien différent d'un cadavre. Si le bouddhisme occidentalisé échoue à guérir le mal dont souffre Jack, celui-ci semble alors trouver une autre solution. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Et oui, on peut tout à fait interpréter l'idée du Fight Club comme le seul moyen trouvé par une génération d'hommes élevés par des femmes de retrouver une virilité perdue, de libérer la violence brutale qui leur serait essentielle. Les éléments qui permettent une interprétation misogyne de l'œuvre sont nombreux. Le premier séminaire du narrateur s'appelle « Restons des hommes ». On y croise Robert, un homme au sein gigantesque et à la voix de fillette. La relation Tyler-Marla est verticale. Le Fight Club est interdit aux femmes. La peur de l'émasculation paraît plus forte que celle de la mort. De manière générale, il n'y a qu'un seul rôle féminin, etc., etc. Mais si Fincher semble parfois aller un peu dans ce sens lors d'interviews, d'une part, son film ne se réduit pas à ce qu'il en pense, d'autre part, il semble qu'au moins dans le roman, l'abandon de la virilité, qui est une valeur sociale s'il en est, représente la dernière ou l'avant-dernière étape de destruction du narrateur avant sa renaissance. Il doit perdre sa virilité ou avoir l'impression pendant un instant qu'il a perdu sa virilité pour pouvoir devenir ce qu'il pourrait être. Donc, de ce point de vue-là, je pense pas que l'interprétation misogyne puisse tout régler. Alors, si c'est pas pour redevenir des vrais mecs, à quoi bon le Fight Club? Acquérir les cicatrices comme un vrai mal, certes. Se détruire pour mieux se reconstruire, aussi.
Mais en plus de ça, il permet à des hommes, au-delà des générations, au-delà des conventions sociales, de se réunir dans un endroit situé en périphérie de la société, dans une zone d'ombre étatique, qui n'est plus ni légale ni illégale, et de faire un acte tranchant avec les valeurs sociales. Au Fight Club, il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre. Il n'est pas question de gagner ou de perdre comme dans un combat ordinaire. Les combattants ne se battent pas dans un but précis, mais seulement parce que, ce faisant, ils se sentent bien. Ils deviennent l'espace d'un instant de simples corps animaux qui s'entrechoquent, ils se sentent vivants, loin du train-train quotidien, répétitif, légiféré, aliénant. Il n'est alors pas absurde de considérer, comme le narrateur le fait, que le Fight Club, alors qu'il dégrade apparemment la constitution physique de ses membres, les fait en fait évoluer. Pendant un court moment, ils laissent libre cours à leurs instincts animaux, à leur force vitale, à leur violence, et ils s'émancipent un petit peu de cette seconde nature si policée qu'ils ont assimilée en société. Sauf que ça dure pas. Ben oui, après il y a le projet Chaos. Et d'un coup, le discours type « Retrouvons notre individualité, retrouvons notre virilité », il se transforme en son inverse. La seconde moitié du film voit ainsi les Fight Club laisser peu à peu place au projet Chaos, au fur et à mesure que les membres s'organisent, décident d'agir publiquement, se radicalisent sous le leadership de Tyler, jusqu'à mettre en place des cellules indépendantes, terroristes, peuplées de fanatiques incapables de penser par eux-mêmes et s'arrangeant toujours pour assimiler les informations gênantes au discours du gourou. His name is Robert Paulson. 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 Come on, guys, His please, name stop it. is Robert Paulson. C'est là que l'on peut faire le parallèle entre le principe de Fight Club et de la zone autonome temporaire, la TAS, pensée par Hakim Bey. Hakim Bey décrit sous ce terme une forme d'anarchie qui subsiste même au sein d'un système aussi développé que ne l'est la société moderne. Ce système, il dispose d'un puissant pouvoir de coercition, ainsi que d'une grande capacité d'assimilation. Mais il demeure la possibilité, pour la liberté, d'être temporaire et d'exister en dehors du spectre de l'État. C'est le cas, quelque part, lors d'un simple dîner entre amis, où il n'y a ni chef, ni ordre, ni taxe. C'est le cas aussi dans des expériences comme celle des communes, qui soit périclitent, soit sont victimes de leur succès. À chaque fois, c'est une expérience formidable, mais temporaire. On cite même de temps en temps l'exemple des free parties des années 90, parce qu'elles étaient doublement temporaires. Individuellement, elles ne duraient que quelques heures, voire quelques jours. Et en tant que phénomène de société, leur succès les vouait à attirer l'attention de l'État, qui a fini soit par les réprimer, soit par les placer sous son giron, en légiférant, en organisant certaines de légales, tout ça. Le Fight Club aussi n'est pas le fruit d'une longue réflexion. Il naît sur un coup de tête, comme on le comprend d'ailleurs lorsque Tyler explique à son vis-à-vis qu'il doit le frapper aussitôt avant qu'il ne dessoule. Il représente alors une zone de liberté, qui ne doit son existence qu'à sa discrétion. Il existe dans le silence de la loi, et il ne doit en aucun cas obtenir une visibilité publique. Cette zone, comme une TAS, est limitée dans le temps. Elle disparaît une fois le Fight Club terminé, d'où ce passage du film. Mais le Fight Club n'existait qu'entre l'heure du début et l'heure de la fin du Fight Club. Même si j'avais pu dire à quelqu'un qu'il avait fait un bon combat, je n'aurais pas parlé au même homme. Celui qu'on était au Fight Club n'était pas celui qu'on était pour le reste du monde. Il y a comme une dichotomie radicale entre ce moment unique, sacralisé, qui ne retire sa force que de son caractère temporaire, et le reste de la vie quotidienne, systématique, pérenne. Mais toute zone autonome temporaire est, par définition, temporaire. Et le Fight Club, s'il est une TAS, en subit le sort. La zone autonome temporaire, parce qu'elle est découverte par l'État, ou parce qu'elle est victime d'elle-même, finit toujours par se retourner en son contraire. Le secret d'une vie libre et bien heureuse serait alors, comme une certaine imagerie de la piraterie nous le représente, de naviguer de TAS en TAS. Le Fight Club du milieu du film qu'on voit prospérer est condamné d'emblée. Celui qui le crée, qu'il découvre, c'est-à-dire Tyler, fait à peu près toutes les erreurs possibles. D'abord, il lui donne un nom, il le nomme, ce qui représente le premier élément qui le fige. Puis, devant le succès grandissant et dangereux des réunions, il décide de lui ajouter des règles. Et ça, c'est la première étape d'un long déclin pour cette parenthèse mornée de la vie quotidienne. Il ne peut y avoir ni règles ni dogmes dans une zone de non-droit. Bon, en plus, elles sont pas respectées du tout. Puisque le Fight Club est une zone de liberté qui émancipe les gens, logiquement ils en parlent à leurs proches, il grandit, et finit par être un peu trop visible. 3 éléments peuvent alors le mettre en danger. L'État et sa puissance assimilatrice, qui peut à tout moment
se rendre compte de l'existence d'une zone toujours plus grande en dehors de son giron, la popularité du Fight Club elle-même, avec la perte de l'esprit initial des jeux d'argent, la réintroduction d'un gagnant et d'un perdant à travers l'admiration de champions, etc., etc., ou encore son appropriation par un membre s'en présentant comme le chef, le maître, le propriétaire. C'est le troisième choix qui est dans ce film préféré. Rappelez-vous ces devoirs à la maison, ces petites tâches à réaliser sous forme de gag. Aussi marrant qu'ils paraissent, ils signent l'arrêt de mort du Fight Club et le début de quelque chose d'autre. La nature de la tase est de n'exister que lorsqu'elle s'ouvre, et de disparaître tout à fait pendant le reste du quotidien. Tyler, lui, il fige, il sclérose la tase en ordonnant qu'elle reste ouverte, même lorsque nul ne se bat. Les devoirs à la maison signifient que les membres du Fight Club demeurent des membres du Fight Club, même en dehors du Fight Club. Dans la vie quotidienne, ils s'attaquent à la société, de façon humoristique certes, mais tout de même. Et la société ainsi attaquée, elle finit par prendre conscience du mouvement, et elle réagit par la violence. Cette violence, elle radicalise logiquement absolument tout le monde. Le projet Chaos est né, il se réclame comme une évolution du Fight Club, mais il est tout ce que l'anarchie essaie d'éviter, puisqu'il accepte de combattre un système aliénant avec ses propres armes. L'aliénation des recrues, la fanatisation, la déshumanisation, l'esprit de groupe, etc. La fin du film, en somme, montre combien une anarchie, même aussi discrète que circonscrite dans des tases, ne peut pas l'emporter sur un état de fait aussi ancré que celui des sociétés modernes. Le Fight Club dégénère, par la force des choses, en un embryon de totalitarisme, qui, s'il est efficient parce qu'il produit des effets spectaculaires, n'est pas efficace. Il trahit d'emblée ses propres principes, il se révèle plus effrayant que ce qu'il cherche à combattre, et à la fin du film, comme du bouquin, quand on pense au projet Chaos, on n'a plus en tête l'émancipation d'une société de consommation, la fin d'une violence de classe ou je sais pas quoi, on a en tête qu'une milice armée fanatisée est implantée partout dans la population. Alors, que dire pour conclure? L'œuvre de David Fincher est paradoxale. Elle fourmille d'idées et de références, elle propose un message pessimiste sur la condition humaine. L'homme moderne y est enfermé au sein d'un système législatif, hiérarchique de valeurs qui l'aliènent, et rien ne peut l'en sortir. Pas même un coup de bol, une zone d'anarchie créée par un concours de circonstances particulièrement rare. On peut aussi voir dans le film de Fincher une tentative, au mieux, allez on va dire cynique, de se servir de la dénonciation d'une société de consommation pour vendre mieux encore un objet de consommation. Le film, du point de vue des idées, il serait réduisible à son étude de marché. Fight Club est après tout une superproduction hollywoodienne, produite par celui qui venait alors de réaliser Aliens. Il propose, même pour un film hollywoodien, un très grand nombre de placements de produits, explicites ou dissimulés, l'ensemble de l'esthétique du film est, comble de l'ironie, celle décriée par le narrateur dans le film. Je plaignais sincèrement les garçons qui s'entassaient dans les salles de gym pour essayer de ressembler à ce que Calvin Klein ou Tommy Hilfiger leur disaient d'être. C'est à ça que ressemble un homme? S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Cette phrase, dans un film qui prend le temps, quelques minutes plus tard, de faire un super plan bien travaillé sur les abdominaux de Brad Pitt, c'est soit la preuve de la duplicité de Fincher, soit la preuve d'une lucidité cynique et désabusée. Alors je sais pas trop. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que la plus grande réussite de Fincher, c'est de faire croire à qui le veut qu'il prône une doctrine anarchiste. J'ai déjà entendu ça. Ou au contraire totalitaire, ou misogyne, ou autocratique. Et ce, alors même qu'il ne fait en fait que démontrer à quel point la société de consommation assimile jusque ses protestataires. Ce que montre Fincher, peut-être, c'est l'aporie de la révolte. Les charges les plus virulentes contre un système se produisent, se financent dans ce système et sont tout à fait tolérées par lui. Dans le cas inverse, il les assimile ou les anéantit.